Bonjour, je vais vous présenter donc une série de vidéos en mécanique, dont la première s'intitule Introduction au système de coordonnées. Nous allons faire donc le tremplin entre la physique de Terminal S et celle du début d'année de prépa. Voici le plan donc, qui s'affiche dans un premier temps, quelques définitions et rappels. Dans un deuxième temps, nous allons donc découvrir ce qu'on appelle l'expression différentielle et nous allons attaquer donc directement la cinématique. Et en dernière partie, des applications simples, notamment le pendule, que vous avez dû voir lors de votre scolarité, et l'exemple du satellite en Terminal S. Alors tout d'abord, quelques définitions. Un référentiel. Donc le référentiel, c'est l'objet qui nous permettra d'étudier n'importe quel mouvement. Donc c'est l'objet de référence. Bien évidemment, si on voit un phénomène se dérouler suivant l'objet de référence, on ne voit pas la même chose. Donc il est fondamental de le préciser en début d'étude. C'est ce qu'on appelle le référentiel. Donc, il existe deux types de référentiels, galiléen et non galiléen. Et on se mettra donc dans le cadre d'un référentiel galiléen que j'appellerai RG, ou supposé galiléen. À titre d'exemple, la Terre sera supposée être un référentiel galiléen pour des temps d'étude très très courts. Et dans le cadre du programme de la SUP, les référentiels non galiléens ne sont pas évoqués, ils seront évoqués en SP. Le système. Le système, c'est l'objet que l'on étudie. Donc il est primordial de le définir dès le départ, car si on omet de le faire, on risque de mélanger des forces intérieures au système et extérieures. Or, la deuxième loi de Newton, comme vous avez pu le voir en terminale, n'évoque que les forces extérieures au système. Et enfin, les trois repères. Donc le repère cartésien que vous connaissez, que j'écrirai O, EX, EY, EZ, donc un point et trois vecteurs, référence. Donc ça c'est le repère cartésien. Ensuite, le repère cylindropolaire. Et enfin, le repère sphérique. Je définirai sur des schémas spécifiques donc les vecteurs unitaires ER, Eθ, EZ pour le repère cylindropolaire et ER, Eθ, Eφ pour le repère sphérique. Donc dans la partie grande E. Alors, je me mets dans un référentiel donc galiléen. Il faut savoir que il y a une multitude de repères pour un même référentiel. Donc il suffit d'en prendre un adapté. Et donc, en trois dimensions, donc on définit un trièdre direct, EX, EY, EZ. Il faut absolument définir ce trièdre avec la main droite, donc les gauchers, soyez vigilants, donc EX, EY, EZ. Et on fabrique un trièdre direct, parce que EX, EY, EZ, ou EZ, EX, EY, ou EY, EZ, EX, par permutation circulaire, nous donnent le même ordre. C'est comme si on numérotait 1, 2 et 3, et qu'on récitait très rapidement 1, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3, 1, et c'est exactement la même chose. Attention, EX, EZ, EY n'est pas un trièdre direct, car il n'est pas dans le sens 1, 2, 3. Bon. Alors, dans ce repère, donc, le vecteur position OM est exprimé de la manière suivante, par ses coordonnées. X, Y, Z, qu'on peut écrire aussi sous forme de colonne. C'est plus élégant et plus pratique, suivant les cas de figure. Voilà, on a un vecteur colonne, X, Y, Z, suivant
donc projeté suivant les trois axes. C'est le repère donc que vous avez utilisé toute votre scolarité, a priori. Donc maintenant, on va évoquer les deux autres qui sont inconnus. Donc, le repère cylindron polaire. Alors, pour avoir une image, il suffit de se munir d'une équerre. Okay, vous prenez une équerre chez vous. Voilà. Ici, en 3D, en perspective, un angle droit. Et voici l'équerre. Et en fait, cette équerre, vous lui donnez un mouvement donc, de rotation. Okay. Il est vertical et perpendiculaire à la table. Et vous allez définir comme ça sur l'axe ici, le vecteur unitaire ER, orthogonalement Eθ. Vous faites une rotation dans ce sens, okay, repéré par θ. Et ici, vous avez le vecteur EZ. Donc, chose fondamentale, seul le vecteur EZ est un vecteur unitaire constant. On le voit ici, il reste fixe. Lors d'une rotation, on voit que ER varie et Eθ également varie. Donc ER et Eθ sont des vecteurs qui varient, mais qui restent constants en norme. Alors, nous allons donc exprimer le vecteur position OM de la même manière que pour le repère cartésien. Donc OM, le point M est ici. Il est à une distance petit r, donc R, pardon, ER, le point M est ici, excusez-moi. Donc R, ER, et il est à la cote Z, plus Z, EZ. Voilà pour l'expression du vecteur position. Alors, on remarquera que le vecteur Eθ ne figure pas dans l'expression de OM, donc soyez vigilants, contrairement à l'expression de OM en repère cartésien où toutes les coordonnées figuraient et tous les vecteurs unitaires figuraient, ici non. Donc on le fera apparaître quand on exprimera la vitesse ou l'accélération, donc au moment des dérivées. Alors, ici, vous aurez besoin d'un outil mathématique assez puissant, donc vigilance. La notion de différentiel. L'idée n'est pas de s'embourber dans un formalisme qui risque de vous mener vers des chemins assez... qui risquent de vous embrouiller, pardon. Donc je vais essayer de simplifier la chose. Si vous savez dériver, vous savez différencier. D'accord? Donc, une petite parenthèse. Ok? Donc ça, c'est un code entre nous pour dire que je fais une petite parenthèse. Lorsque j'écris historiquement en première S, on vous a appris à dériver. Quand vous dériviez une fonction que vous appelez f' de x, dès la sup, il faut réaliser que cette écriture n'est pas simplement une écriture, c'est bien le quotient d'une petite variation de f sur une petite variation de x. Donc je pourrais écrire de la manière suivante. df égale à f' de x dx. Donc, ces deux écritures sont équivalentes, sauf qu'en sup, dès la sup, cette expression différentielle sera très pratique. Donc voilà. Et cela signifie simplement que, au lieu d'avoir un grand delta, qui correspondrait à une grande variation, on a une variation infinitésimale. Une variation entre deux instants très proches. Donc voilà pour la petite parenthèse mathématique. Du coup, on va appliquer la différentielle, c'est-à-dire qu'on va essayer de connaître la petite variation du vecteur OM. Donc D de OM, et on applique les propriétés qu'on avait sur les dérivés. Par exemple,
la dérivée de fg, fg' c'est f'g plus g'f, et on va appliquer ces propriétés au différentiel. Donc ici, je différencie OM, et j'ai un produit ici, d'un scalaire par un vecteur. Donc j'écris tout simplement dr ER plus R différentiel de ER. Je m'occupe de cette partie-là, plus dz EZ plus z d de EZ. Finalement, comme si on dérivait, sauf qu'on avait l'expression différentielle. Pardon. Alors, on va procéder à une simplification immédiate. Donc, EZ étant un vecteur constant, la variation est nulle, puisque par définition, EZ est un vecteur constant. Donc cette expression-là, il y aura une simplification, puisque cette expression-là est nulle. Donc, la problématique, maintenant, est la suivante. Bon, dr est une petite variation donc, du rayon. dz, petite variation de la cote. Ez est connu. Par contre, qu'en est-il de la variation de ER? Nous sommes, je vous le rappelle, dans un repère cylindropolaire, c'est-à-dire que tous les vecteurs, vitesse, accélération et autres, devront s'exprimer dans la base ER, Eθ, Ez. Or ici, on a bien ER, on a bien Ez, mais il nous manque Eθ. Et on a cette différentielle ici. Alors, deuxième parenthèse, mathématique à nouveau. Nous allons exprimer donc certaines propriétés. Je vous demanderai dans un premier temps, si vous avez des difficultés, de les apprendre par cœur, et par la suite, en TD, de les travailler ou en application. Mais vous pouvez très bien vous en sortir en les apprenant par cœur. Il serait bon de comprendre la démonstration, de la refaire une, deux, trois fois, ou autant que faire se peut, et tout ira bien. Alors pour simplifier, nous allons nous mettre en deux dimensions, c'est-à-dire que nous allons mettre dans la base ER, Eθ, donc dans le plan du tableau. Donc X, Y, ER, Eθ. Je vous rappelle donc que les vecteurs unitaires ER, Eθ sont des vecteurs unitaires donc de norme 1 et qu'ils sont orthogonaux entre eux. Okay. Je repère donc le rayon vecteur donc ER par θ. Le vecteur θ, cet angle-là est complémentaire de θ, d'accord? Et ici, j'ai un angle de 90 degrés. Donc, je retrouve mon angle θ ici. Et le sens positif est dans le sens indiqué par la flèche jaune. Je vais exprimer ER et Eθ dans le repère cartésien connu avec les vecteurs unitaires constants, EX et EY. Donc, ER ici, projeté, donne cos θ EX, et la projection de ER sur l'axe OY donnera plus sinus θ EY. De la même manière, je procède de la même manière avec Eθ. Je vois qu'en projetant Eθ sur X, j'ai une expression négative, mais cette fois-ci c'est moins sinus θ. Et de l'autre côté, alors il faut toujours vérifier la pertinence des calculs que l'on réalise. Alors je vous ai dit à l'instant que ER et Eθ étaient orthogonaux, donc leur produit scalaire est nul. Vous avez appris dans votre scolarité en mathématiques que lorsque on avait deux vecteurs de coordonnées x, y et x', y', s'ils étaient orthogonaux, le produit x, x' plus y, y' était nul. Ici, j'ai la coordonnée suivant x, la coordonnée suivant y, la coordonnée suivant x, la coordonnée suivant y. Donc, je vais écrire le produit scalaire qui, par définition, s'écrira de la manière suivante. Cos θ fois moins sinus θ plus sinus θ fois cos θ. Bien évidemment,
au signe près, nous avons bien 0. Les deux vecteurs sont bien orthogonaux, on a bien projeté a priori. Je continue donc ma démonstration. Je vous rappelle que le but, c'est de trouver l'expression différentielle de ER. Donc, plutôt que de continuer dans cette voie qui est nouvelle pour vous, on va dériver. Ça, on sait faire. Donc, dérivons par rapport à la variable naturelle θ. Donc, j'aurai moins sinus θ ex, je ne dérive pas le vecteur x parce qu'il est constant, plus cosinus θ ey. Et nous remarquons, on le voit ici, que ces deux expressions sont identiques. Donc je viens de démontrer que d de r sur dθ était égal à eθ. Je vous rappelle que la norme des vecteurs unitaires vaut 1, qu'ils sont adimensionnés, que l'angle θ est exprimé en degrés ou en radians, et qu'il est adimensionné. Donc les deux expressions sont homogènes. Alors, petite remarque, pardon. Lorsque je dérive ER, moyen mnémotechnique, par permutation, j'obtiens eθ. En toute logique, si je dérive eθ, je devrais obtenir moins ER. Effectivement, si vous dérivez eθ, vous le ferez, il n'y a aucune difficulté, vous obtenez effectivement moins ER. Donc on va avoir ici le résultat suivant, d de eθ sur dθ égale à moins ER. Rappelez-vous, ce vecteur-là donne celui-ci, et celui-ci donnera l'opposé de celui-ci par permutation circulaire. Nous y sommes presque, parce que nous avons l'expression différentielle de ER. Donc, je reviens ici, et je vous rappelle, je vais prendre, peu importe l'expression la plus simple, d de ER sur dθ est égal à eθ. Je vous ai dit qu'une dérivée doit s'interpréter comme le quotient de deux fonctions infinitésimales. Du quotient de la variation de deux fonctions infinitésimales. Pardon. Donc du coup, cette expression, je peux l'écrire de la manière suivante. d de r égale à dθ eθ. Et c'est fini. Nous n'irons pas plus loin. Donc, la variation infinitésimale du vecteur unitaire ER est égale à la variation infinitésimale de l'angle θ portée par l'angle θ. Je vais donc remplacer dans cette expression-là, et là, toujours pareil, vous apprenez par cœur, vous comprenez la démonstration, et puis ensuite, on passera aux leçons suivantes. Voilà. Donc, l'expression différentielle du rayon vecteur se projette bien sur les trois vecteurs donc, unitaires ER, Eθ et Ez. Donc le troisième repère, c'est le repère sphérique. Pareil, donc schéma fonctionnel. Là, cette fois-ci, il faut s'imaginer une sphère pleine. Okay. Le point M, d'accord. Et cette fois-ci, contrairement aux coordonnées cylindro-polaires, le vecteur OM n'est pas celui qui est à la base de l'équerre de tout à l'heure que j'avais dessiné, mais est bien le rayon d'une sphère hypothétique. Donc du coup, OM, sauf que cette fois-ci, ER est porté par le rayon, donc vecteur OM. Je redessine mon équerre. Cette fois-ci, je repère par un autre angle phi. Et ici,
Alors effectivement, il faut avoir un petit peu une vision dans l'espace. Mais si vous le faites calmement chez vous avec une équerre, un collègue qui vous tiendra 3 feutres et qui vous apportera une aide précieuse, vous pourrez voir un petit peu dans l'espace ce qui se passe. Donc imaginez une équerre, le rayon radial ER, Eθ qui est orthogonal, et à la base de l'équerre, Eφ. Donc, une variation dans ce sens du rayon vecteur, okay, une variation dans ce sens-là, et une possibilité d'augmenter ou de raccourcir la norme de OM. Bon. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la démonstration qui est limite hors programme. Par contre, je vous invite à apprendre par cœur, donc apprendre par cœur l'expression différentielle. Vous aurez certainement un formulaire, mais il est toujours bon de savoir retrouver les expressions quand elles sont complexes. Donc d de OM, ce sera dr ER plus R sinus θ plus R dθ Eθ. Voilà. Donc, OM peut varier de cette manière-là. Donc, dr. Ensuite, je prends le rayon HM, ok, donc, qui va décrire un cercle qui va couper la pomme virtuelle, bien sûr. Donc, j'ai ce rayon-là, ok, et lorsque je fais un tour comme ça, ok, je décris ici un petit angle déφi. Donc quand je fais ça, je décris déφi. Donc l'arc de cercle défini par ce déplacement serait R sinus θ, qui est HM, déφi. Je vous rappelle, pour mémoire, que lorsque je décris l'arc AB, AB vaut, si j'appelle ça le rayon R, Rθ avec θ en radian. Bien évidemment, cet arc est différent du segment AB. Et là, je l'ai utilisé de manière infinitésimale en incluant donc les différentiels. Donc, ceci étant dit, je remets donc les différentes expressions pour le repère d'abord cartésien, ensuite cylindro-polaire. Voilà. Donc ici, c'est O, EX, EY, EZ. Ici, O, ER, Eθ, EZ. Et le dernier, O, ER, Eθ, Eφ. Voilà. Alors, une dernière remarque. L'intérêt et l'utilité d'avoir pris le temps, donc, l'intérêt plutôt l'utilité de cette expression différentielle. Alors, si j'ai passé du temps, c'est que, par la suite, bien évidemment, vous en aurez besoin. Je pense notamment à l'expression de la vitesse et l'expression de l'accélération. Donc, quand on voudra utiliser la vitesse, il faudra dériver le rayon vecteur OM par rapport au temps, donc d de OM sur dt. On connaît l'expression d de OM, il suffira d'écrire que c'est le quotient d de OM sur dt. L'accélération, ce sera la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Il suffira d'écrire que l'accélération, c'est différentiel de v sur différentiel de t, avec les expressions qu'on vient de démontrer à l'instant.
Autre remarque qui vous servira dès le second semestre dans un autre domaine de la physique, mais beaucoup en maths P. Petite remarque, si je multiplie dans le repère cartésien chaque coordonnée, je décris des x, des y et des z, ici, un petit pavé, un petit cube infinitésimal, homogène à un volume, puisque longueur fois longueur fois longueur est égal à une longueur au cube, donc un volume, qu'on écrira, pour les puristes, D3V. Alors dans certains ouvrages, vous trouverez DV, hein, le différentiel du volume. Pour ma part, je vous invite à prendre cette expression avec l'expression 3, parce que ça veut dire qu'on intègre dans les trois directions de l'espace, suivant x, suivant y, suivant z. Donc je viens d'exprimer l'expression différentielle donc d'un volume, on dit un volume infinitésimal, donc un petit volume qui correspondrait à un découpage avec des petits cubes infinitésimaux. Maintenant, si on applique cette expression aux coordonnées cylindropolaires, j'écrirai de la même manière que d3v est égal à dr, donc je fais exprès de découper, fois r dθ fois dz. Et maintenant, on va comprendre la signification de coordonnées cylindropolaires. Donc si j'intègre sur le volume, ok. Si je veux connaître le volume d'un cylindre, donc je vais intégrer suivant le rayon, ok. Alors excusez-moi, je regroupe donc les paramètres entre eux, r dr, dθ et dz. Alors imaginons un cylindre donc de rayon grand R et de longueur L. Donc je vais intégrer, donc, puisqu'il s'agit d'un cylindre plein, de 0 à R. Ensuite, je décris, donc je fais un tour complet donc de pi, et j'intègre donc de 0 à la hauteur de mon cylindre, c'est-à-dire h. Donc le volume d'un cylindre sera, grâce à ce découpage, R au carré sur 2 fois 2pi fois h. Les deux s'éliminent et je vais avoir le fameux pi r carré fois h. Le volume d'un cylindre est la section donc circulaire pi r carré fois la hauteur. On retrouve bien ce résultat que vous connaissez. Donc l'intérêt et le temps que j'ai passé dans l'étude de l'expression différentielle de Ohm est double, puisqu'il nous permettra d'exprimer les vitesses et aussi les accélérations, de faire de la dynamique plus tard, mais elle nous permettra aussi, dans un autre registre de la physique, de faire ce qu'on appelle le découpage et d'intégrer dans l'espace lorsqu'on étudiera des fonctions qui seront dépendantes de l'espace. Donc voilà. On va passer maintenant à l'application, qui sera succincte car elle sera développée dans d'autres parties de la physique. Donc, le pendule simple, tout d'abord. Alors, voilà. Donc, j'ai un pendule qui oscille. Quel système de coordonnées vais-je choisir? Cartésien, pas adapté, il y a un angle. Donc, j'ai le choix entre coordonnées cylindriques ou cylindropolaires et coordonnées sphériques. Je suis en 2 dimensions. Je vais donc opter pour les coordonnées cylindropolaires. Donc ici, ER, Eθ. Et lorsqu'on est dans un problème en 2 dimensions, il faut quand même exprimer le troisième vecteur EZ de la manière suivante, ER, Eθ, EZ. Donc, ER, Eθ, EZ, EZ pointe vers vous. C'est ce doigt-là. D'accord? Donc, on l'exprime. La convention, c'est qu'on met un petit point, comme un crayon, le bout d'un crayon qu'on verrait, et ce serait EZ. Mais la projection ici serait inutile, puisqu'on raisonne en 2D.
Donc, je fais un bilan de force, ici. J'ai la tension de mon ressort, et j'ai le poids P. Je suppose qu'il n'y a pas de frottement. Je prolonge, toujours pour des soucis de rédaction, l'axe ici pour bien matérialiser mon angle θ. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je projette donc mes vecteurs sur les axes correspondant à mes vecteurs unitaires, d'accord? Le point M étant ici. Et j'applique la deuxième loi de Newton. Somme des forces extérieures appliquées au système, qui est ma bille qui est aussi, est égale à M fois l'accélération. Donc, P plus T égale à MA. Cette relation, au niveau de la rédaction, vous la projetez sur l'axe MER, naturellement, et MEθ. Directement. Donc, au niveau du poids, le poids projeté sur ER sera égal à plus mg cos θ. La tension suivant ER, okay, sa projection, ce sera moins norme de T. Par convention, lorsque j'écrirai une lettre sans indice, ce sera une norme, est égal à M A indice R. A indice R sera la projection de l'accélération sur MER. De la même manière, le poids ici projeté sur Eθ aura une projection négative. Donc j'aurai moins mg sinus θ plus 0, puisque la projection de t sur Eθ est nulle, est égale à m à θ. Donc, au niveau de la projection des vecteurs force, on n'a pas eu de souci. Maintenant, il faut expliciter les expressions des accélérations. Chose que nous avons commencé à faire précédemment. Donc, on va appliquer les résultats de ce que nous avons fait dans le grand 2 à ce cas de figure. Je vais donc plutôt effacer là. Donc je vous rappelle donc, que OM est égal, alors cette fois-ci, vu que le rayon est constant, je vais l'appeler grand R, ER. Et V, on appliquera le résultat de tout à l'heure. Donc c'est D de OM sur dt. Donc V s'écrira je vous rappelle que nous avons vu que d de ER sur dθ par permutation était égal à Eθ. Or, ce qui nous intéresse, c'est la dérivée par rapport au temps. Donc, je vous rappelle également qu'une dérivée est un quotient et qu'à ce titre, j'ai le droit de multiplier en haut et en bas par dθ. Du coup, apparaît l'expression d de ER sur dθ et apparaît aussi l'expression dθ sur dt qui est ce qu'on appelle la vitesse angulaire. Au même titre que dx sur dt est la vitesse linéique suivant l'axe x, ici, comme il s'agit d'une rotation, on appelle ça vitesse angulaire, qu'on écrira θ point de t, pour des raisons de commodité. Donc, ceci étant dit, V s'écrira de la manière suivante, R θ point Eθ, tout simplement. Petite remarque et un commentaire. Effectivement, la vitesse est toujours collinaire à Eθ, c'est-à-dire que la vitesse est tangente à la trajectoire. Ce que vous connaissez déjà. Donc, la vitesse sera constamment tangente à la trajectoire, comme le rayon constant, V sera orthogonal systématiquement à ER. On continue, puisque nous avons besoin de l'accélération. Je garde ce résultat. Et nous y sommes presque, l'accélération est la dérivée de la vitesse. Du coup, l'accélération, je recommence, je garde R en facteur, qui est une constante, et là je vais dériver le produit θ point Eθ. J'applique la propriété dérivée de fg, c'est f'g
plus G'(f). Sauf que là, ce qui est choquant, c'est que j'ai un scalaire, et là j'ai un vecteur. Mais il ne faut pas s'arrêter à ce simple fait. Donc ici, je dérive θ point. Dériver 2 fois, θ seconde, je l'écrirai θ point point. E de θ plus θ point. Et cette fois-ci, d de Eθ sur dt. Pareil, je vous rappelle que d de Eθ sur dt, c'est donc la même astuce que tout à l'heure. Cette expression vaut θ point. Et d de Eθ sur dθ, je vous rappelle le résultat suivant. Toujours par permutation circulaire, si je dérive Eθ, j'obtiens moins ER. Du coup, je me retrouve avec l'expression suivante pour l'accélération. Je vais l'écrire ici. Donc, pour ne pas générer de confusion, voilà. Donc je vais avoir ici R moins R θ point carré, R θ seconde. Donc R θ seconde suivant Eθ, et moins R θ point fois θ point, voilà, moins R θ point carré. Voilà. Cette expression, je vais l'injecter ici. Donc, j'ai besoin de l'accélération radiale et de l'accélération orthoradiale. Donc, AR ici, et Aθ. Donc, moins M R θ point carré, et ici, MR θ seconde. Voilà. Je vais m'arrêter à ce niveau-là, puisque l'étude précise de ce cas de figure se fera dans une vidéo à venir. Donc, arrivé à ce stade-là, nous avons ce qu'on appelle les équations différentielles, avec une méthodologie informalisme, et que vous apprendrez à résoudre très bientôt. Voilà l'intérêt donc de ces projections sur différentes bases, l'intérêt aussi de ce formalisme mathématique, qui n'est pas difficile, il faut simplement s'en imprégner. En ce qui concerne le satellite, je vous invite à faire donc l'exercice suivant. Vous reprenez l'exercice de terminale que vous avez fait avec la base de Freinet, vous éludez complètement l'expression de la base de Freinet, vous réutilisez l'expression de l'accélération que je viens de mettre en évidence. Le satellite décrivant un rayon constant, donc on se retrouve dans le même cas de figure que le pendule, vous aurez exactement les mêmes similitudes. Et vous essaierez de trouver les résultats que vous avez mis en place en terminale, non pas par une méthode de terminale, mais par une méthode typiquement de prépa. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour la suite de nos aventures.